Monsieur le doyen pour ses éloges, et je ferai les choses en toute modestie. Je voudrais remercier le comité d'organisation, en la personne de Nadia Goldman, de M. Aberkan et tous les gens de Constantine qui sont avec nous aujourd'hui. C'est toujours avec une grande émotion que je communique quand je suis en Algérie. Et je vais essayer de parler aujourd'hui de l'évolution des systèmes adhésifs. Ça marche. Voilà, l'évolution de la dentisterie adhésive au travers des systèmes adhésifs. Ce qui m'a très très souvent interpellé, c'est effectivement le fonctionnement des systèmes adhésifs. J'avais appris une phrase d'un ami qui me disait « Quand on connaît le nom des choses, on les possède, quand on sait comment marche un produit, on sait l'utiliser ». Donc aujourd'hui, dans la présentation, on va essayer de voir l'adhésion à la dentine et à l'émail, les différents systèmes adhésifs existants. On passera à cette partie-là qui est l'aspect pratique de la manipulation par le détail. Donc pour la fonction des systèmes adhésifs, l'adhésion entre la restauration et les tissus dentaires, c'est ce qu'on recherche au niveau de l'application des systèmes. Donc, les exigences seront effectivement sur ces surfaces-là de préparer la surface amélaire ou la surface dentinaire, d'avoir une surface rugueuse, de disposer de systèmes adhésifs qui puissent avoir une mouillabilité suffisante pour s'étaler sur l'ensemble des surfaces de façon parfaite et pénétrer en profondeur dans les tissus dentaires, et aussi de disposer, avec les systèmes adhésifs, d'une viscosité suffisante, donc un produit suffisamment épais, pour créer la jonction entre l'adhésif et le matériau de restauration sous-jacent. Alors, on va voir en premier les mécanismes d'adhésion à l'émail. Il y a une préparation de l'émail et on va infiltrer le profil de mondançage, donc qui est fait, la préparation est faite avec un acide phosphorique à 35 ou à 37%. On parle beaucoup de ce produit parce qu'il est intéressant, il nous permet d'avoir un repère visuel qui est un repère clinique, cet aspect blanc crayeux de l'émail qui nous permet de visualiser un bon traitement de surface. Une fois réalisé, on va infiltrer la surface avec un système adhésif. Alors on va regarder un petit peu les différents mécanismes d'adhésion à la dentine et les différentes stratégies qui ont été mises au point depuis le début des systèmes adhésifs. On va commencer par les tout premiers adhésifs qui avaient dans l'idée de conserver la boue dentinaire et d'adhérer sur cette surface. La boue dentinaire est un substrat qui est créé au moment de la préparation de la cavité, donc ça n'est pas de la dentine, c'est un substrat qui contient des débris salivaires, des débris gluqueux, des bactéries, du sang, de la salive, il y a un peu de tout. Et on a essayé de coller sur ces surfaces-là, et les valeurs d'adhésion étaient très très médiocres, on a très très vite abandonné ces produits-là. La deuxième stratégie a été de dissoudre la boue dentinaire, et d'infiltrer cette boue dentinaire à l'intérieur du tubule dentinaire, puis de coller. Puis la troisième stratégie a été d'éliminer complètement cette boue dentinaire, de conditionner la dentine superficielle avec de l'acide phosphorique, ce qui a été fait effectivement avec l'acide phosphorique, ce qui a été fait assez rapidement. Donc je continue. L'un des problèmes qu'on avait, c'est effectivement d'avoir des produits hydrophiles, plutôt hydrophobes, et de coller sur des zones humides, et de pouvoir ensuite, au travers du système adhésif, utiliser peut-être des parties hydrophiles. On retrouve une partie hydrophile qui est l'hydroxyéthylmétacrylate, et une partie hydrophobe qui, elle, va créer la liaison avec le matériau de restauration. Alors, pour regarder les mécanismes d'adhésion à la dentine, on va regarder les stratégies qui ont été mises au point pour pouvoir coller sur ces surfaces. On retrouve ici la boue dentinaire. Donc, dans certaines stratégies, on va utiliser de l'acide phosphorique pour dissoudre et éliminer complètement la boue dentinaire, préparer la dentine superficielle et pénétrer en profondeur à l'intérieur du tubule dentinaire.
La deuxième stratégie dont on avait parlé, c'était de dissoudre la boue dentinaire, conditionner la dentine superficielle et pénétrer aussi à l'intérieur des tubuli. Et on va regarder la comparaison entre les différents systèmes adhésifs et ceux qu'ils nous proposent. Le premier, donc, traitement avec de l'acide phosphorique, va consister à supprimer cette couche de boue dentinaire, déminéraliser la couche superficielle et rentrer à l'intérieur du tubuli dentinaire. On va avoir les fibres de collagène qui sont un peu comme des spaghettis qui flottent dans une casserole d'eau. Et dès qu'on va, ce qu'on veut surtout, c'est garder ce volume pour pouvoir l'infiltrer avec des produits résineux et constituer ce qu'on va appeler la couche hybride. Donc, remplacement de l'eau dans les réseaux de fibres de collagène. Voilà ce qu'on obtient quand on regarde une dentine mordancée, les fibres de collagène, la dentine minéralisée, la dentine déminéralisée, qui flotte dans un milieu humide, et on essaye à tout prix de conserver ce volume. Si on sèche trop fortement, ce qui va se passer, c'est comme dans la casserole avec les spaghettis, on a jeté l'eau, et on a toutes les fibres de collagène qui vont s'affaisser, et qui vont nous obstruer le passage des systèmes adhésifs en profondeur à l'intérieur de la dentine, qui vont de la même manière nous éliminer ou nous retirer cet avantage qu'on avait avec cette fameuse couche hybride qu'on voulait absolument conserver. Alors, on va toujours coller en milieu humide. Quand vous allez préparer une cavité, vous avez mordancé, vous avez... Ça repart. Donc on va juste... Sur une dentine humide, quand vous avez préparé une cavité, que vous avez mordancé la dentine, la première chose que vous allez faire, c'est modifier la perméabilité dentinaire. Donc vous ouvrez les tubuli dentinaires et vous avez constamment des fluides pulpaires qui vont remonter à la surface. Vous pouvez faire l'expérience, vous prenez un petit bout de coton, vous séchez la cavité, vous regardez, vous avez systématiquement des remontées de fluide. Et en général, la pression intrapulpaire est d'1 millimètre de mercure, et quand on a une inflammation au départ, au moment de la préparation de la cavité ou l'intérieur, la pression intrapulpaire peut être multipliée par 2 ou par 3. Donc on aura constamment des remontées de fluide pulpaire, et il s'agit dans ce cas d'aller coller dans ces zones extrêmement humides. Alors, il ne faut pas dessécher, ça joue en notre faveur. Faites une petite expérience, prenez une coupelle transparente, mettez du bleu de méthylène, 1/2 millimètre de hauteur d'eau et versez une goutte de votre système adhésif. La première chose qui va se passer, c'est que le système adhésif va chasser complètement l'eau. Vous allez vous retrouver avec un gros trou au milieu, uniquement parce qu'il contient des solvants. Donc ne séchez pas trop fortement vos cavités, vous avez des solvants dans les systèmes adhésifs qui s'en chargent. Alors, ce qu'on va faire, c'est réhydrater sur surface si on a trop séché. Le principe est, une fois qu'on a mordancé, on sèche, on a effondré légèrement les fibres de collagène, on va appliquer un système adhésif et on va le brosser pour pouvoir infiltrer la dentine. Soit par l'eau, soit par les solutions aqueuses des primers, soit carrément par les mâts, qui est une résine hydrophile qui permet effectivement de récupérer le volume. Dans la plupart des cas, on récupère 85% du volume. L'autre stratégie consistait à conditionner la boue dentinaire, à la dissoudre et à pénétrer. Donc, on conditionne la boue dentinaire, on va la dissoudre et on va préparer la dentine superficielle. Tout va rentrer à l'intérieur des tubuli dentinaires et on va tout simplement faire rentrer la résine à l'intérieur des tubuli sans ouvrir les tubuli dentinaires. Alors il peut y avoir certains avantages comme il peut y avoir certains inconvénients. On n'ouvre pas les tubuli dentinaires, on ne modifie pas la perméabilité dentinaire. Certains disent qu'on peut réduire les sensibilités post-opératoires en utilisant des systèmes adhésifs automordansants. Continuez. Voilà, donc le principe de la stratégie, les deux stratégies côte à côte, on y va. Le principe ici, il sera effectivement d'infiltrer la dentine et de stabiliser tout ça par un adhésif. Il faut avoir une couche, un film d'adhésif en surface pour pouvoir adhérer aux matériaux de restauration sous-jacents. Il ne faut pas sécher trop fortement les systèmes adhésifs, sans quoi vous allez les éliminer dans certaines zones et créer des zones d'accumulation d'adhésifs. Diapositive. D'accord ? Encore. Alors ici, c'est juste pour illustrer le séchage des films adhésifs.
Ici, on a un film adhésif, la couche hybride et les tags à l'intérieur du tube identinaire. On a séché un peu trop fortement. On n'a plus de film adhésif ici et on n'a pas de liaison entre le matériau de restauration et la couche hybride. Donc ne séchez pas trop fortement le système adhésif. Certains praticiens préconisent l'utilisation de l'aspiration chirurgicale juste pour éliminer les solvants. Vous pouvez bien les étaler aussi avec des pinceaux, sécher très très légèrement pour évaporer les solvants et photopolymériser. Alors, dans les différentes stratégies qu'on a vues, la préparation de l'émail est connue. Le traitement de la dentine, selon la stratégie qu'on aura choisie de conserver la boue dentinaire ou d'éliminer la boue dentinaire. Les primers qu'on va mettre en place, et l'adhésif qui vient jouer le rôle d'interface avec le composite ou le matériau de restauration qu'on va mettre par-dessus. Ce qu'on va voir maintenant, c'est juste les différents systèmes adhésifs qui existent sur le marché. Alors, c'est une liste non exhaustive, il y en a encore beaucoup. J'ai essayé de faire le plus simple, mais surtout de regarder sur ces systèmes adhésifs en fonction du nombre d'étapes qu'on va avoir pour chacun d'entre eux. Alors, il va y avoir un traitement de l'émail, c'est le mordançage, un traitement de la dentine, qui peut être soit le mordançage, soit un primer, tout simplement. On mordance que l'émail, on applique le primer. Un bonding et une résine non chargée. C'est les premiers systèmes adhésifs qu'on avait utilisés et qui donnent d'excellents résultats. Donc on va passer les étapes d'une par une. Je vais poser la question à mes collègues qui sont dans la salle. Combien d'entre vous utilisent des systèmes en 4 étapes? Vous pouvez lever la main. Alors on va continuer. Donc on passe cette étape. Ici, il s'agissait d'avoir, au niveau des primers, en général, des primers acides qui sont à base d'acide maléique, acide tartrique, acide citrique, des acides doux, 4 à 5%. Et on va juste mordancer l'émail et conditionner la dentine. Très très peu de praticiens utilisent ce type de système adhésif, même si les résultats cliniques sont en faveur de l'utilisation de systèmes complexes, multicomposants. Diapositive. Technique de mordançage total. Alors au début, effectivement, on nous disait qu'il ne faut absolument jamais mordancer la dentine. On a appris dans le temps qu'il n'y avait pas de risque à mordancer la dentine. On mordance en général 15 secondes l'émail, et puis on commence à remplir la cavité dentinaire. On mordance 15 secondes la dentine, ce qui fait en tout 30 secondes sur émail et 15 secondes sur dentine. Il ne faut pas mordancer trop fortement la dentine, sans quoi on va effectivement dénaturer les fibres de collagène et avoir peut-être une adhésion moins bonne sur ces surfaces-là. Alors, il existe d'autres types de systèmes adhésifs, mordançage total, l'application d'un primer, toujours des acides doux, et un adhésif qui est en général une résine hydrophobe, métacrylique. Et puis, mordançage total avec des systèmes monocomposants. Simplifier les protocoles opératoires, c'est éviter les risques d'erreur. Alors, ce qu'on a fait, c'est rassembler le primer et l'adhésif. Il peut y avoir de temps en temps des incompatibilités, on va survoler ça très rapidement. Voilà les monocomposants. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent des monocomposants? Diapositive. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent éventuellement un de leurs produits ici? D'accord? Merci. Juste dans cette liste-là, on va utiliser un mordançage et un monocomposant qui peut s'appliquer en une couche ou en deux couches selon. Donc il y en a énormément. Je n'ai pas pu tout mettre dans le diaporama. Diapositive. Donc il n'y a toujours pas des gens qui utilisent un mordançage et un flacon. Il n'y a personne qui veut lever là. Si, il y a une personne, deux. J'en vois deux dans la salle. Alors on va continuer. On va voir les automordançants. Au niveau des automordançants, donc j'ai noté qu'il y a deux personnes qui font mordançage total et un système adhésif monocomposant. Après, on a les systèmes automordançants qui peuvent être en deux étapes, deux produits séparés. Il y en a une quantité qui sont là, et qui peuvent être en une seule étape, à appliquer en une couche, en deux couches, en trois couches, avec ou sans mélange. Si on regarde la fonction générale des monomères, donc on va retrouver l'acide dans ces monomères, les acides vont conditionner la surface, modifier la boue dentinaire, infiltrer, hybridiser, créer la couche hybride, et ils doivent être stables chimiquement. Alors comment on peut arriver à avoir des résines stables quand on les mélange avec des acides? C'est toutes les questions qui se posent sur l'hydrolyse de ces résines en milieu acide. Donc on va continuer à regarder deux étapes d'application. Alors ici, on va avoir un premier produit qui est appliqué, qui est en général
une résine acide, avec un monomère acide, qui va conditionner et la dentine et l'émail. Ensuite, on va avoir l'application d'une résine qui peut être chargée ou non chargée, qui est hydrophobe. Dans ces cas-là, on va avoir certains systèmes adhésifs automordensants qui fonctionnent très très bien sur l'émail. On en connaît un, c'est le Frontal Pop, on en connaît d'autres qui fonctionnent beaucoup mieux sur la dentine que sur l'émail. Donc on ne va jamais avoir un type de préparation optimale sur les deux surfaces. Alors, qu'est-ce qui plaide en faveur des self-etch en deux étapes ou des automordensants en deux étapes? On dit que chaque composant peut agir séparément, ce qui est très bien. Donc on va optimiser l'action de chacun des composants. Pas d'effet de dilution par mélange. Qui dit mélange dit dilution. Donc on va réduire l'efficacité de chacun des composants. Une couche d'adhésif d'épaisseur uniforme, et vous avez vu à quel point la couche d'adhésif est importante si vous voulez coller votre composite par-dessus. Risque réduit d'hydrolyse, on ne mélange pas les monomères avec les acides, et on n'a pas de problème de mélange, puisqu'on applique l'un après l'autre, et même s'il y avait il n'y a pas de problème de mélange, ça ne risque pas de se tromper dans les étapes. Si on fait un mélange de goutte à goutte, on touille et on va appliquer. Les risques potentiels peuvent être liés à l'application des composants. Self-etch en deux étapes sont considérés comme plus fiables que les self-etch en une étape. On va continuer. Voilà ce qu'on retrouve dans les systèmes adhésifs. Vous pouvez voir qu'il y a différents types de résines, différents types de monomères pour créer le réseau, et tous contiennent de l'eau. Donc on fait rentrer le l'eau dans la bergerie, puisque c'est l'eau qui est à l'origine en grande partie des phénomènes d'hydrolyse aussi sur ces systèmes-là. Ce qu'on fait, c'est mettre dans un seul et même flacon sur les automordensants les acides, les monomères, les initiateurs photo et les solvants. On va avoir deux étapes d'application avec un liquide qu'on peut avoir. Donc là, il y en a quelques-uns avec un mélange. Comme on peut avoir une étape d'application, le Frontal Pop, qui est un concept qui est extrêmement intéressant du fait de son packaging, c'est une petite sucette, on plie le premier réservoir pour mélanger le produit, et puis dans un troisième, on va mélanger les deux produits ensemble. Ça peut être donc le mélange de deux produits qui sont dans un même conditionnement. Une étape d'application, diapositive, comme on peut avoir des systèmes adhésifs en une ou deux étapes sans mélange. Les deux premiers qu'on avait vus, c'était une étape ou deux étapes avec mélange. On peut avoir des produits sans mélange, qu'on applique en une couche ou en deux couches, et pour certains même en trois couches. Alors, qu'est-ce qui justifiait d'utiliser des systèmes adhésifs automordensants en un seul flacon? C'est qu'il n'y a pas de risque d'erreur. Ça, c'est le point positif. On ne risque pas de se tromper dans l'ordre d'application des produits. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de points qui sont à l'encontre, ou qui vont à l'encontre de l'utilisation de ces systèmes-là. Dilution dans le mélange, on va réduire l'efficacité de chacun des composants. On ne va pas avoir une couche d'adhésif uniforme pour créer la liaison avec le matériau de restauration. Risque important d'hydrolyse des monomères qui vont s'altérer avec la présence d'acide, et problème de mélange si effectivement on est amené à faire des mélanges. Alors, pour conclure, les systèmes adhésifs multicomposants, et j'ai bientôt fini, sont aujourd'hui les plus fiables. Je vous montrerai quelques cas cliniques pour illustrer ça qui sont très très parlants. Les systèmes adhésifs automordensants, pour ceux qui utilisent des automordensants, en deux étapes sont plus fiables que ceux en une seule étape. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent des automordensants dans la salle. Il n'y a pas beaucoup de dentistes, parce que j'ai deux qui font du mordensage total avec un flacon, et j'ai trois qui font des automordensants. On va continuer juste en montrant des cas cliniques qui sont extrêmement intéressants, où on a utilisé un système adhésif avec mordensage total et deux étapes, c'est-à-dire un primer et un adhésif. Ici, c'est des lésions cervicales dans la plupart des cas où vous allez voir, diapositive. Donc, à la mise en œuvre, 5 ans après, diapositive, et 13 ans après. C'est des cas cliniques du docteur Bogossian qui les a mis à notre disposition de façon aimable, diapositive. Une lésion cervicale au niveau postérieur, à T0, à 1 an, à 2 ans, à 13 ans et 5 mois. On voit qu'il n'y a pas de perte d'étanchéité, il y a une usure du matériau, mais la restauration est toujours là, elle n'a pas de reprise de carré. La même chose,
Alors le protocole opératoire qui a été utilisé pour discriminer les cas a été de faire juste un mordançage de l'émail, appliquer le primer et l'adhésif sur la dentine, ou un mordançage total, émail et dentine, et les résultats sont exactement identiques. Aucune sensibilité post-opératoire n'a été notée sur la période sur laquelle ces cas ont été suivis. Diapositive. Et on voit qu'à 13 ans, les matériaux se comportent très très bien, les restaurations sont encore de qualité, et elles sont étanches même si elles sont abîmées dans certains cas. C'est pour dire simplement, et pour illustrer la supériorité des systèmes adhésifs multi-étapes, l'intérêt de traiter les surfaces séparément. Un mordançage total sur émail, c'est toujours bien, ou un mordançage sur émail, c'est toujours bien. Et l'application d'un système adhésif, même automordançant, peut être aussi intéressante sur la dentine. Diapositive. Les futurs développements des systèmes adhésifs ou des matériaux de restauration adhésifs. Juste quelques dias. On cherche à mettre en place des systèmes adhésifs antibactériens. On a mélangé de la chlorhexidine à certains systèmes adhésifs, mais le relargage est exponentiel et en général, au bout de 2 mois, il n'y a plus de chlorhexidine dans les composites. Donc ils étaient antibactériens au départ, il n'y a plus rien assez rapidement, et ils n'ont aucune capacité de se recharger. On a voulu aussi utiliser l'adhésion chimique à l'énoxyapatite ou au collagène, et on a essayé d'utiliser des monomères acides qui se neutralisent au moment de la photopolymérisation. Et c'est la dernière étape que je voudrais vous montrer au travers d'un produit. Donc ici, mordançage et ou primer acide et le composite. Donc préparation de la dent. Sur certains matériaux récents, il est préconisé, on n'a pas de recul clinique pour l'instant, de mettre directement un composite photoadhésif sur la dent. Donc diapositive, on a un pH qui est très très faible, de 1,9, et lors de la photopolymérisation, on passe à un pH de 6,5-7. On n'a aucune préparation particulière, pas de primer, pas de bonding, il joue le rôle du primer, du bonding et de l'adhésif, et du matériau de restauration en même temps. Ce qui reste à voir, c'est que nous n'avons pas beaucoup de questions à nous poser pour ce qui est de la surface amélaire, parce que ça va fonctionner certainement si l'émail est préparé. On se pose des questions sur la dentine, où on est dans un milieu humide, sur le comportement de ce type de matériaux qui sont hydrophiles. Les restaurations pour lesquelles c'est indiqué sont des restaurations de petite taille, pas d'application d'adhésif, application du composite directement avec un brossage, des liners sur des restaurations de classe 1 ou classe 2, et des scellements de sillons et fissures pour lesquels, en tout cas pour ma part, je retrouve un intérêt du fait de leur caractère hydrophile et de leur caractère autoadhésif, parce qu'ils peuvent corriger certains manques de préparation, et leur hydrophilie permet de les mettre dans un milieu qui est considérablement humide. Diapositive. Je passe cette partie-là sur la composition chimique et sur le mode de fonctionnement qui, effectivement, va s'accrocher simplement sur les tissus dentaires. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce que je voulais juste montrer, c'est effectivement une approche et un contact intime sur l'émail et un contact intime sur la dentine. C'est les premières images qu'on a. On attend de voir maintenant ce que ce matériau va donner dans le temps. Merci pour votre attention. Avant de se séparer pour aller déjeuner, on reprend tout à l'heure nos activités. S'il y a une ou deux questions, vous serez les bienvenus. Merci pour cette brillante intervention, cher ami Folisol. Élément formé à Alger, je suis d'Alger, vous savez. Donc, je suis fier de toi. Les adhésifs, c'est ton dada. J'aimerais bien que tu dises à cette assistante quel type d'adhésif tu veux, ou tu peux dis de faire. Est-ce que tu es pour le tout en un ou pour un autre? Voilà. Personnellement, tu nous as expliqué toutes les propriétés, etc. Mais on aimerait bien avoir ton avis en tant que clinicien. Il était difficile, en fait. Première question. La deuxième question, est-ce que tu nous dis pour la classification, est-ce que tu gardes la classification des générations ou la classification moderne, c'est-à-dire en fonction du site et en fonction de l'application? Voilà, deux questions, mais je te félicite pour cette présentation. Merci, monsieur. Merci à vous pour la gentillesse.
Enfin, je vais commencer par la dernière question. C'est la classification, pour moi, les générations, ça n'a absolument aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on va traiter les surfaces, mais surtout, oublier complètement les questions de génération. Je vais vous donner un exemple tout simple, qui est un exemple de marketing. Dans mon abstract, j'avais parlé de l'évolution des systèmes adhésifs ou des techniques adhésives, calquées sur l'évolution de l'informatique. Je ne vais pas être très très long. Il y a une société qui a sorti un produit qui s'appelait le Prime Bond, et nous avons une grande société qui s'appelle Microsoft qui a sorti Windows. En même temps, Windows évoluait, Windows 2.1, on a vu le Prime Bond évoluer vers le Prime Bond 2.1. Ensuite, on est passé de Windows NT, on a eu du Prime Bond NT. Ce qu'il faut arriver, vous, dans votre métier, simplement, c'est à comprendre comment fonctionnent ces produits pour pouvoir choisir celui qui est le plus adapté à votre pratique et qui vous donne les meilleurs résultats cliniques. Il n'y a aucun adhésif qui marche bien entre toutes les mains. J'ai eu un de mes enseignants qui m'avait dit un jour, on lui avait posé la question, quel est le meilleur adhésif à votre sens? Il a dit, c'est le bon. Donc si vous vous en servez bien, si vous revoyez vos patients, si vous n'avez pas de problème de sensibilité, pas de problème de discoloration marginale, de reprise de caries, pourquoi changer? Après, pour le choix d'un matériau, je serais plus partant pour un système adhésif avec un mondançage total émail et dentine, un système qui soit chargé. J'aime bien les solvants éthanol et j'aime bien les produits plutôt visqueux un peu. Vous les trouverez, il y en a plein sur le marché. Oui. Il n'est pas obligatoire puisqu'il y a des systèmes adhésifs qui peuvent se passer. Donc la question c'était le mondançage total. Est-ce qu'il est obligatoire ou est-ce qu'on peut se passer de préparer les mailles? Sincèrement, on colle bien sur les mailles, on sait comment on colle, c'est une structure qui est stable, c'est toujours la même, elle ne change pas beaucoup. On a plus de difficultés à coller sur de la dentine. Je pense qu'il faut bien mondancer les mailles. Vous allez voir, la dentine, ça n'a jamais la même structure. Quand vous êtes à la jonction amélodentinaire, quand vous êtes à la jonction dentino-pupllaire, à la jonction amélodentinaire, vous avez 18 000 à 22 000 tubuli dentinaires par millimètre carré. Vous avez beaucoup de structures organiques, et plus vous allez en profondeur dans la dentine, plus vous allez avoir une structure hyper minéralisée, parce que vous avez de plus en plus de tubuli dentinaires, et le manchon péritubulaire, le tube du tubuli dentinaire, il est hyper minéralisé. Donc vous changez complètement de structure. Et ça change d'un patient à l'autre en fonction de son âge, en fonction de sa pathologie, etc. Exactement. Paramètres. L'émail reste une structure stable. Préparez votre émail correctement, vous aurez certainement moins de soucis. Je demande à Youssef peut-être de confirmer cela. D'autres questions? Vous voyez quand même qu'on a du mal à se retrouver avec tout le côté marketing, avec tous les produits qui apparaissent et qui nous proposent différentes compositions, etc., simplification des protocoles opératoires. Et nous qui faisons dans nos universités, qu'on a envie de savoir, comme tout à l'heure, on nous a montré un composite qui a 13 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux suivre un composite? Je peux peut-être le suivre, mais je ne pourrai jamais utiliser les mêmes produits. Très vite, ça se démode et on passe à autre chose. On ne peut absolument plus faire d'études de recherche clinique sur un système ou un protocole ou un produit, sachant que lorsque j'aurai les résultats, ils seront obsolètes parce que le produit n'existera déjà plus ou il a déjà évolué. Donc ça pose quand même un certain problème de peut-être d'éthique par rapport au côté marketing. Mais moi j'aimerais bien que peut-être Faisal nous donne un peu plus de précision sur ces dernières diapositives, parce que là on a un composite qu'on va appliquer sur des structures dentaires, dentine, émail, sans aucun traitement. Ça ne vous a pas choqué du tout. Ça ne vous a pas surpris, personne ne pose de questions. Moi, je voudrais bien qu'il nous donne un peu plus de précision, parce que c'est sûr, pour le moment, on n'a pas de recul, mais les images qu'il a montrées, l'interface, elle est parfaite. Donc, on aimerait bien savoir quel produit, est-ce qu'il est commercialisé, où il est, etc. J'aimerais bien en savoir un peu plus, parce que là, je suis resté un peu sur ma faim. Et je sais que ce n'est pas éthique qu'il n'en a pas parlé. Donc, il existe depuis quelques années une nouvelle catégorie de matériaux qu'on appelle les ciments auto-adhésifs. En réalité, on utilise des monomères acides, mais ils étaient systématiquement en mélange pâte, base et catalyseur. Je
pense qu'aujourd'hui, sur ce type de produit, on a tout simplement trouvé le moyen d'augmenter la quantité de charge dans un système adhésif pour l'amener à un taux correct, optimal, même si j'aime pas trop ce terme, pour pouvoir être utilisé en obturation, en scellement de sillon. Pour l'instant, on en est à cette étape. Donc, ce qu'on a mis, c'est uniquement un monomère qu'on retrouve dans un système adhésif. Et on a augmenté la quantité de charge. On en est aujourd'hui au composite fluide, et je crois qu'il y a de nombreuses sociétés qui vont mettre ce type de produit sur le marché. Celui-là a été présenté à l'IDS à Cologne au mois de mars dernier, et il est déjà disponible sur certains marchés. J'espère encore. Merci. Oui, professeur Sid. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur les adhésifs. C'est vrai qu'on serait tenté, sur le plan économique, en mettant de côté le plan commercial, sur le monocomposant. C'est vrai, sur le plan économique, c'est très rapide, vous avez une étape, vous mettez deux couches. Oui, mais ça dépend de ce qu'on recherche. Parce qu'il y a, à mon sens, il y a 3 étapes qui sont primordiales. C'est la préparation en ménodentinaire, qui n'est pas identique. Il se trouve qu'on utilise le même produit. Mais le temps et ce qu'on veut obtenir n'est pas identique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le primer. C'est pour redonner une certaine restructuration à votre collagène dentinaire. Et le troisième temps, c'est le bonding. Voilà. Alors, le tout dans un seul produit. Alors il faudrait peut-être dire aussi à nos jeunes confrères que c'est vrai que les 2 avantages sont 1, sur le plan économique, gain de temps, et 2, on ne peut pas se tromper dans les étapes de mélange des différents flacons, chose qui arrive très souvent. Parce que maintenant, il y a des couleurs différentes, des choses différentes. Mais, bien. Mais le problème, c'est le problème dans la pérennité du collage dans le temps. En valeur d'adhésion. En valeur d'adhésion. Et la littérature, et même notre petite expérience à nous tous, nous fait toujours opter pour les 3 étapes. Il faudrait savoir aussi que le monocomposant, tout est réduit. La phase acide est réduite, la phase adhésive est réduite, pour les mettre les 2 en même temps. Et que vous avez un prolongement de la phase acide dans le temps. Donc, êtes-vous pour ou contre le monocomposant? Je réponds à cette question. En fait, on a toujours tendance à dire faire vite est bien, mais vite, ça n'est pas toujours bien. Qu'on soit d'accord là-dessus. Il ne faut pas avoir l'impression qu'un produit en 2 étapes est un produit ringard parce qu'il y en a un qui est en une seule étape. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on avait parlé depuis ce matin d'evidence-based, on a parlé de la preuve par la clinique, par la recherche. C'est le temps qui dira si tel ou tel concept est efficace. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul sur les 2 temps et sur les 1 temps avec un mordensage total. On en est vraiment au tout début des systèmes adhésifs, je dirais auto-mordensants, d'autant plus qu'ils changent très très rapidement. Bon, Bien. je passe la parole. Merci Faisal, je crois que là tu nous as donné beaucoup d'éléments. Merci pour la qualité de cette présentation. Je vous remercie tous d'être restés jusqu'au bout de cette séance et je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour la suite de nos activités.